Sous les missiles et les drones, le Moyen-Orient s'embrase. Presque aucun pays n'est épargné. C'est un peu le dernier domino qui est en train de tomber et qui est en train de voir un nouveau Proche-Orient, un nouveau Moyen-Orient se dessiner. Un séisme régional déclenché par une offensive, l'opération Fureur épique des États-Unis avec Israël. C'est 30 bombes de grande puissance, peut-être des bombes d'une tonne. Je pense qu'une différence importante, c'est que cette fois-ci, les États-Unis et Israël l'ont fait ensemble. Avec une cible à abattre, la tête du régime iranien, Ali Khamenei. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est mort. C'est quasiment le visage de cette république islamique qui est tué. Toute l'autorité de ce régime-là dépendait de sa présence, si vous voulez, là. Extrême précision des services secrets. Il ne fallait pas rater cette fenêtre de tir qui n'allait pas forcément se représenter. Et pour les États-Unis, le déploiement massif de moyens militaires hors normes. Le pouvoir iranien, ébranlé par la guerre contre ses ennemis jurés. L'Amérique va porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation. Et par la révolte de son peuple, opprimé. Pour les Iraniens, c'est un épisode historique après 47 années de République islamique. Il faut évidemment espérer que c'est un tournant qui sera positif pour ce peuple qui aspire à la liberté. Le régime des mollahs, au bord de l'effondrement. Israël, samedi 28 février. L'aube est à peine levée que les avions de chasse décollent. 2 heures de vol les séparent de leur cible. Peu avant 10 heures heure locale, les chasseurs de Tsahal frappent en plein cœur de Téhéran, avec le soutien des États-Unis. L'offensive est lancée. Au début, j'ai entendu les avions de chasse. Je n'y croyais pas. Puis, j'ai entendu les explosions. Alors, j'ai regardé vers le sud de Téhéran. À l'heure même où nous parlons, des escadrons et des pilotes de l'armée de l'air mènent des frappes à travers l'Iran. L'opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Avec des missiles à longue portée, ils attaquent à 30 reprises, suivant un plan très précis. Il y a une grande attaque qui a été menée, très puissante, puisque a priori les Israéliens se sont vus qu'à mener cette attaque, ont lancé 30 bombes de grande puissance, peut-être des bombes d'une tonne, enfin c'est quelque chose de très important, et ça a donné le signal du reste de la campagne aérienne. Leur cible est claire, le quartier Pasteur, centre névralgique du pouvoir iranien, où se trouvent les bureaux de la présidence, du Conseil national de sécurité et surtout la résidence de l'ayatollah Khamenei. C'est la résidence du guide suprême. Je me suis demandé si c'était la résidence du guide suprême qui avait été attaquée. J'ai demandé à quelques personnes autour de moi et elles m'ont dit la même chose. Mais moi, je n'arrivais pas à y croire. En quelques minutes, tout le complexe est anéanti. Mais l'objectif est-il atteint? Le guide suprême a-t-il été éliminé? Le doute plane toute la journée. Benyamin Netanyahou est le premier à l'annoncer. Ce matin, lors d'une puissante attaque surprise, nous avons détruit le complexe du dictateur Khamenei au cœur de Téhéran. Et de nombreux signes indiquent que ce dictateur est mort. Le régime iranien dément fermement, pendant que Donald Trump, lui, rejoint les déclarations de son allié israélien.
L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est mort. Dans la nuit, l'Iran finit par l'admettre à la télévision d'État. À 86 ans, Ali Khamenei a été abattu par l'offensive israélo-américaine. Le guide suprême de la révolution, le grand ayatollah Khamenei, a l'honneur de devenir un martyr. Périssent également une dizaine de hauts responsables du régime, dont le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution et l'un des très proches conseillers du guide suprême. En une frappe, la toute première de l'offensive, les opérations américaines Fureur épique et israéliennes Lion rugissant décapitent le pouvoir iranien. Et ça montre un très haut niveau d'intelligence ainsi qu'une grande capacité. C'est quelque chose qu'un très petit nombre de pays, peut-être qu'un seul pays peut faire avec un tel niveau de stratégie au début d'une offensive. Il y a eu un changement monumental dans la stratégie militaire israélienne. Une nouvelle page a été écrite et c'est Israël qui cible maintenant les dirigeants de l'État qui menacent son existence. Cela n'est jamais arrivé dans notre histoire. Jamais. Nous n'avons jamais ciblé Gamal Abdel Nasser, nous n'avons jamais ciblé Bachar al-Assad, nous avons uniquement ciblé des dirigeants d'organisations, mais pas des dirigeants d'État. Mais maintenant, avec la mort de Khamenei, Israël a commencé une nouvelle doctrine. S'il y a un chef d'État qui veut détruire Israël, Israël va le tuer. Une question demeure. Comment les armées américaines et israéliennes ont-elles su ? Ali Khamenei et sa garde rapprochée ont-ils été trop imprudents ? Comment ils ont décidé, quels sont les éléments de précision, pourquoi ils ont frappé à un moment donné. Et bien, certainement, il y avait des renseignements bien précis. Le résultat d'un travail titanesque et d'une coordination millimétrée des services secrets américains et israéliens. Pendant des années, les agents de la CIA et du Mossad répertorient et analysent chaque déplacement, chaque habitude du guide suprême et des hauts responsables du régime. Les services israéliens et américains voulaient tout savoir sur Khamenei. Tout. Sa taille de chaussures, le matelas qu'il utilise quand il va dormir. Ils utilisent tous les outils qu'ils possèdent. Ordinateur, intelligence humaine, agents sur le terrain. Et tout cela accumulé a permis d'avoir un profil très précis de Khamenei, de sa vie quotidienne, de qui sont ses gardes du corps. Une de leurs armes secrètes, le piratage des caméras de circulation à chaque carrefour de Téhéran. Allées et venues des gardes du corps, itinéraires empruntés, fréquence des réunions, les renseignements guettent le moment opportun. Sous leurs yeux, une occasion unique. 3 réunions simultanées de hauts responsables du régime. Mieux encore, Ali Khamenei sera présent. Pour les États-Unis et Israël, c'est maintenant ou jamais. Quand vous avez l'optique de changer le régime, en tout cas de le disloquer, de le déboulonner, de le faire l'affaiblir suffisamment pour permettre éventuellement une révolution, il ne fallait pas rater cette fenêtre de tir qui n'allait pas forcément se représenter. Frapper fort et frapper par surprise, en plein jour, lorsqu'Ali Khamenei n'est pas à l'abri dans son bunker. Ils ont frappé en plein jour, évidemment, pour l'effet de surprise. Normalement, ce type d'opération se fait plutôt de nuit, d'autant plus que l'aviation israélienne est équipée de visées nocturnes. Ils auraient pu faire ça au cœur de la nuit. Non, ils le font au matin, à Téhéran. C'est quand même assez surprenant de s'être fait avoir aussi facilement, d'une certaine façon. L'Iran se pare alors de 2 visages.
Le deuil pour les fidèles du régime. L'ayatollah Ali Hosseini Khamenei a rejoint le royaume suprême. Et pour les opposants, la célébration de la fin d'une ère. Pour les Iraniens, c'était un moment de joie, car il attendait cela depuis longtemps. Et Khamenei, ça symbolisait effectivement un pouvoir totalitaire islamiste en Iran. Le régime, lui, promet de venger ses martyrs. Il multiplie les frappes sur Israël et sur de nombreux pays du Golfe, dont la majorité abrite des intérêts américains. Mais sans Khamenei, le régime peut-il subsister? L'offensive israélo-américaine a-t-elle amorcé un tournant en Iran? Après 47 ans d'existence, la République islamique est-elle sur le point de s'effondrer? Avec la mort d'Ali Khamenei, disparaissent 37 ans de règne et la figure centrale du régime iranien. Khamenei, à la fois autorité suprême de la hiérarchie religieuse, mais également autorité politique et pouvoir absolu, et qu'aujourd'hui, c'est terminé. Élu à vie par une assemblée de 88 religieux, il était au pouvoir depuis 1989. Succédant à Khomeini, le fondateur même de la République islamique d'Iran. Commandement des armées, gestion des pouvoirs exécutifs et législatifs, médiatiques et judiciaires, le guide suprême dirige, sans partage, sans concession. Il apparaissait un peu aussi comme un point de blocage à l'intérieur du système de toute évolution, de politique, à l'intérieur ou à l'étranger. Avec sa mort se creuse un trou béant dans la structure de la République islamique. C'est quasiment le visage de cette République islamique qui est tué. Le grand chef, il est parti là, il est mort. Donc, effectivement, toute l'autorité de ce régime-là dépendait de sa présence, si vous voulez, là. Et donc, ce dictateur, il est éliminé, là. Et que, par conséquent, les partisans du régime, eh bien, ils ne se sentent pas forts, là. Mais le régime peut toujours s'appuyer sur un organe central de son système politique et militaire. Les gardiens de la Révolution, ou Pasdaran en farsi. Créé peu après la Révolution de 1979, il serait entre 150 000 et 200 000. L'ossature du régime, c'est les gardiens de la Révolution. Mais les gardiens de la Révolution, c'est un État dans l'État. C'est des centaines de milliers de personnes. Les gardiens de la Révolution, c'est ceux qui ont participé à la guerre Iran-Irak, déclarée par l'Irak, avec notre appui, contre le régime de Khomeini qui venait de renverser le Shah en 1980. Et donc, c'est des gens qui ont fait cette guerre, qui ont ensuite été démobilisés, qui sont rentrés dans le corps des gardiens de la Révolution. C'est une unité d'élite chargée, comme son nom l'indique, de protéger le système. Ils ont l'aviation, ils ont une marine, ils sont responsables du nucléaire. C'est un État dans l'État. Les gardiens ont aussi mis en place un vaste réseau de renseignements au service du régime. Leur budget militaire
est estimé entre 6 et 9 milliards de dollars par an, près de 40% du budget militaire officiel du pays. Ils peuvent s'appuyer sur les Basiji, une milice paramilitaire de 600 à 900 000 hommes. On les voit ici sur ces images de propagande. Ce corps armé vit dans la société civile, disséminé dans les écoles, les hôpitaux et les administrations de chaque quartier, afin d'opérer une surveillance et un maintien de l'ordre de chaque instant. C'est effectivement quand il y a des révoltes dans les villes, dans un premier temps, ce sont des Basiji qui sont envoyés. Qui sont des va-nu-pieds, des jeunes qui sont en civil et qui, eux, font le sale boulot, qui exécutent les sales besognes, la répression. Donc c'est eux, en réalité, qui font abattre, mais c'est une force très, très importante. Les gardiens de la Révolution, un organe si puissant qu'il avait déjà été la cible des États-Unis et d'Israël en juin 2025, lors de la guerre des 12 jours contre l'Iran. Retour sur l'opération Rising Lion. En plein cœur de la nuit, Téhéran brûle. Une caméra de vidéosurveillance filme le moment de cet impact. Le quartier des gardiens de la Révolution et le siège des renseignements iraniens sont ciblés. L'opération Rising Lion vient de démarrer. Quelques minutes plus tard, ce sont 200 avions de chasse israéliens, des F-35, qui vont pilonner, attaquer le programme atomique iranien. Natanz, le deuxième site nucléaire le plus important, est touché. Voici une photo avant et après les bombardements. Dans le même temps, Arak, Ispahan, Kermasha et Tabriz, des bases militaires, des aéroports, des usines de missiles balistiques sont frappées. Et enfin, des résidences de hauts responsables et des scientifiques du programme nucléaire. Des frappes ciblées, appartement par appartement à Téhéran. C'était donc les agents au sol qui ont commencé à lancer ce qu'il faut lancer, même dans les chambres à coucher des dirigeants, les top 4 du régime iranien. Je peux maintenant confirmer que des personnalités de haut rang du régime iranien ont été éliminées lors de frappes. Le chef d'état-major iranien, le commandant des gardiens de la Révolution et le chef du commandement des opérations d'urgence. Parmi eux, le chef de l'armée de l'air des gardiens de la Révolution et tout son état-major, suivi et donc ciblé par les Israéliens. Il y avait de très nombreux avertissements. C'était avertissement après avertissement. Il venait d'experts sur l'Iran, d'experts à Washington, d'experts en Europe, qui affirmaient que si Israël attaquait l'Iran, ce serait la Troisième Guerre mondiale, une guerre régionale, une vague de terrorisme dans tout le Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, le pétrole à $500 le baril. Surprise! Les Iraniens ne sont pas invincibles. Parfois on surestime son ennemi, parfois on le sous-estime. Ce sont deux erreurs. Essayez d'éviter les deux. Le bâtiment où nous vivons a explosé. Est-ce qu'il a été touché par un missile? Je ne sais pas ce qui est arrivé aux voisins. « 80 personnes auraient été tuées, de l'armée aux hauts dignitaires du régime.
Je dis souvent qu'il frappe la tête, il frappe les membres. Les membres, ce sont tous les porteurs de missiles, tous les systèmes de missiles, les systèmes de radar. Il tape le cœur assez vite. Le cœur, c'est le cœur nucléaire. Donc, les différents objectifs dédiés au nucléaire militaire. Et puis, quelques jours plus tard, il frappe au portefeuille, c'est-à-dire tout ce qui touche l'exploitation du gaz et du pétrole iranien. Un plan de frappe précis. Israël a mis les moyens. Des mois de préparation et un travail en profondeur, encore plus long. L'idée que les Israéliens vont frapper massivement en Iran, et particulièrement le programme nucléaire iranien, c'est très très ancien. Netanyahou, c'est son obsession depuis 20 ans. Donc là, il s'est dit, j'ai les éléments, je pense que ça fait 8 mois, 10 mois, 12 mois que cette opération est prête. Ça ne veut pas dire qu'elle allait obligatoirement se dérouler, mais ça fait partie du job de toutes les armées d'avoir des planifications. Mais en plus, pour l'Iran, je pense que ça fait 20 ans qu'il y a des dossiers d'objectifs sur les centres dédiés au nucléaire, les systèmes de missiles, les systèmes de défense antiaérien, etc. Tout ça est renseigné depuis des années. Au cœur du dispositif, le Mossad, le service de renseignement extérieur. Des centaines de personnes, dont une unité spéciale composée d'Iraniens. Des agents dormants, des agents doubles, qui ont opéré à l'intérieur même de l'Iran et ont étudié tous les faits et gestes des cibles. Il y a quand même suffisamment de mécontents, de gens que vous pouvez recruter sur place qui sont hostiles au régime. Et puis il y a une dimension, je vais dire, tout simplement géographique, c'est-à-dire que l'Iran, c'est un pays immense, et dont vous pouvez physiquement, c'est très important, pouvoir vous infiltrer très facilement dans le pays, par le Kurdistan, voire même, il faut être contourné par l'Afghanistan. Enfin voilà, c'est assez facile de s'infiltrer dans le territoire. Ce groupe d'agents du Mossad commence sa mission quelques heures avant les premières frappes. Fait rarissime, le Mossad diffuse une vidéo où l'on voit ses agents en train d'opérer en Iran. Ils ont parfois été recrutés des années auparavant. Cette nuit-là, leur rôle est crucial. Éliminer les batteries de défense aérienne à l'aide de roquettes et de drones. Briefé sur l'opération, l'un des meilleurs spécialistes du renseignement israélien nous en révèle quelques détails. La première nuit, ils étaient environ 70. Ils étaient répartis en petites équipes de 4 ou 5 personnes, soit environ 14 équipes au total. Certains se trouvaient déjà en Iran, en attente de l'ordre de démarrer l'opération. D'autres ont été infiltrés une nuit auparavant, voire le jour même. Ils avaient déjà des entrepôts préparés à l'avance où se trouvait le matériel, principalement des roquettes. Et une fois l'ordre reçu, ils se sont déployés autour de leur cible. La plupart se situaient autour de Téhéran, mais pas uniquement. Et tous étaient parfaitement entraînés. Dans le viseur de l'opération Rising Lion, le nucléaire iranien, obsession d'Israël et préoccupation majeure des États-Unis. En 2018, Donald Trump avait décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, suivant les volontés de Benjamin Netanyahou. Donald Trump a annoncé, vous le savez, hier soir, que les États-Unis allaient se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Ça signifie un retour des sanctions américaines contre Téhéran, une décision qui fait craindre une montée des tensions dans tout le Moyen-Orient. Dès lors, l'Iran, qui respectait jusque-là l'accord, s'en affranchit et enrichit progressivement son uranium à 60%, très proche du seuil militaire. Quelques mois avant la guerre des 12 jours et l'opération Rising Lion, Israël estime que Téhéran s'approche de la bombe.
Il était temps d'intervenir. L'enrichissement nécessaire était pratiquement achevé. Nous avons perdu la bataille de l'enrichissement. Il possède 22 000 centrifugeuses et suffisamment de matière fissile enrichie à 20 et 60% pour produire 10 bombes. C'était la dernière occasion de les arrêter. On ne peut pas effacer le savoir-faire, ni faire disparaître l'uranium hautement enrichi. Si l'uranium est à 60%, 99% du travail nécessaire pour atteindre le niveau militaire, au-delà de 90%, est déjà accompli. Donc, avec un simple garage, à Téhéran ou ailleurs, à peine plus grand que cet appartement, et quelques dizaines de centrifugeuses avancées, et il y en a encore partout, disséminées dans le pays. Il est possible d'enrichir chaque semaine de l'uranium au niveau militaire. En 3 mois, on peut produire assez de matière pour 10 armes nucléaires. En 2010, Ehud Barak, alors ministre de la Défense israélienne, pousse déjà pour frapper le programme nucléaire iranien. Amos Yadlin se souvient des débats internes. En 2010, j'étais le chef du renseignement militaire. À ce moment-là, Netanyahou, en tant que Premier ministre, et Barak, ministre de la Défense, poussaient fortement l'armée à attaquer l'Iran. Au plus haut niveau, le chef d'état-major, le directeur du Mossad et moi-même n'étions pas convaincus que c'était ce qu'il fallait faire en 2010. Je leur ai donné une checklist et je leur ai dit « Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, c'est votre décision. Nous sommes là pour vous conseiller, mais vous devez répondre oui à 17 questions avant de lancer l'aviation. » D'abord, est-ce que vous pensez que l'armée de l'air peut atteindre l'objectif? Parce que si c'est non, les 16 autres n'ont aucune importance. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encaisser la riposte du Hezbollah? Est-ce que vous pensez qu'Israël peut survivre à une guerre avec l'Iran? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont nous soutenir? Est-ce que vous pensez qu'on peut éviter une guerre régionale, etc., etc. En juin 2025, à la plupart de ces questions, la réponse était oui. L'opération israélienne et américaine de juin 2025 a-t-elle atteint ses objectifs? Tous les sites nucléaires ont été ciblés, mais à quel point les frappes ont-elles entravé le programme nucléaire iranien? Je dirais que l'impact de l'attaque sur l'Iran est considérable. Maintenant, la question est de savoir combien de temps leur faudra-t-il pour reconstituer leurs capacités, retrouver leur stock d'uranium enrichi, qu'ils possèdent déjà suffisamment pour 4 ou 5 bombes au minimum. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pour moi, cela pourrait prendre au moins 1 an, peut-être même plus. Le renseignement israélien, de toute façon, est organisé de manière à ce que si l'Iran essaye de reconstituer ses capacités, celles qui ont été démolies, pour revenir à la production d'uranium hautement enrichi, de missiles et de balistiques, Israël le détectera en avance. Le régime iranien a lié la question nucléaire à sa survie politique. Les scientifiques assassinés par Israël sont remplacés et les compétences transmises. On sous-estime le niveau d'éducation en Iran dans tous les domaines. En sciences, en physique, y compris en physique nucléaire. L'Iran est une véritable puissance scientifique. Quand le président Ahmadinejad était au pouvoir, je demandais souvent en Israël, à votre avis, quel métier fait l'épouse d'Ahmadinejad? On répondait, oh, probablement institutrice, c'est ce qui venait spontanément. En réalité, elle était docteur en physique. Il y a suffisamment de scientifiques en Iran. Israël ne peut pas se permettre de vivre dans une zone d'estimation, de probabilité.
Le jour où l'Iran aura la bombe, nous devrons estimer s'ils vont l'utiliser ou non. C'est une situation qu'Israël veut absolument éviter. En juin 2025, les États-Unis n'étaient entrés militairement dans le conflit que lors des derniers jours, avant d'inciter à un cessez-le-feu. Mais 6 mois plus tard, au début de l'année 2026, Donald Trump change de stratégie, bien déterminé à mener la guerre. Je pense qu'une différence importante, c'est que cette fois-ci, les Américains et les Israéliens ont lancé cette opération ensemble, alors que pendant la guerre des 12 jours, les États-Unis avaient rejoint l'opération israélienne dans les derniers jours, et maintenant ils agissent comme s'ils n'étaient qu'une seule et même armée. Car pour frapper le 28 février aux côtés d'Israël, l'armée américaine s'est méticuleusement préparée pendant des semaines. D'une certaine façon, c'est la deuxième partie de la guerre de juin, mais avec beaucoup plus de moyens américains. Dans la région, les États-Unis possèdent déjà de nombreuses bases. En Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie Saoudite ou encore aux Émirats Arabes Unis. Près de 30 000 à 40 000 militaires sont déjà stationnés dans la région. Mais ce n'est pas suffisant. Donald Trump se prépare à une guerre imminente et de longue durée. Nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question et nous étudions des options très fortes. Je pense qu'ils pouvaient déjà, dès janvier, faire quelque chose, mais ils ont décidé d'attendre, donc de réunir des moyens militaires. Dès janvier, le président des États-Unis promet l'arrivée d'une armada. Il déplace ses pièces maîtresses, une à une, pour former son échiquier militaire dans la région. Avec en tête de ligne 2 atouts majeurs, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford, 2 des plus grands porte-avions du monde, à propulsion nucléaire. Capable de lancer simultanément plus de 70 avions de combat et une dizaine d'hélicoptères. Les Iraniens ne devaient pas être surpris, parce que le président Trump a dit que l'aide allait arriver. Tout le monde a vu tous les moyens qui ont été envoyés au Moyen-Orient. Une armada navale et aérienne, avec le déploiement d'avions de combat furtifs et d'avions ravitailleurs pour assister leurs opérations et pouvoir assurer une guerre de longue durée. Ils ont rajouté des moyens de l'US Air Force sur place, des chasseurs furtifs, des chasseurs bombardiers, etc. Donc ils ont réuni une énorme capacité de frappe et une énorme capacité de défense aussi, de défense antimissile. Son armada, Donald Trump l'a brandi régulièrement comme une menace devant le régime iranien. Il y a une superbe armada qui navigue magnifiquement vers l'Iran au moment où nous parlons. Alors nous verrons. J'espère qu'ils concluront un accord. La voie diplomatique semble encore privilégiée. Entre janvier et février 2026, les pourparlers se multiplient. Objectif des États-Unis, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et aborder le sujet du programme balistique. Mais les négociations patinent. Je tiens également à affirmer, sans équivoque, que les capacités défensives et balistiques de l'Iran et les missiles iraniens ne feront jamais l'objet d'aucune négociation. Je ne suis pas satisfait du fait qu'ils ne soient pas disposés à nous donner ce que nous voulons. Écoutez, nous avons la meilleure armée du monde. J'aimerais ne pas avoir à l'utiliser, mais parfois, on n'a pas le choix. Pendant des semaines, le flou d'un accord sur le nucléaire persiste. Mais pour certains spécialistes, le temps des négociations n'est qu'un leurre pour mieux préparer la guerre. Au moment où les Américains disaient on va faire de la négociation, eh bien, il y avait
un autre plan qui était décidé. C'était le plan, effectivement, de guerre. Mais les Américains, ils cherchaient à préparer davantage l'ensemble de ces arsenals militaires, etc. Et que, par conséquent, ils voulaient encore avoir du temps. Et donc, un double langage, d'une certaine manière. Il y a un moment donné où tous les observateurs, on se dit, il ne peut pas avoir déployé cette armada pour rien. Si Trump, finalement, avait décidé de ne pas agir, ça aurait pu être perçu comme une défaite, quasiment. Regardez, je menace, je sors 2 porte-avions, un nombre de militaires américains extraordinaire, et finalement, je ne fais rien. Il aurait pu donner le sentiment de reculer. Les États-Unis et Israël se mettent finalement d'accord pour frapper, moins d'1 an après la guerre des 12 jours. C'est-à-dire que dès le début de la campagne, il y a eu 2 discours assez proches, d'ailleurs, de Netanyahou et de Donald Trump, en disant on veut éliminer définitivement la menace que peut représenter l'Iran, et 2, et c'est lié à la premier objectif, changer le régime. C'est évoqué comme tel. Frapper pour mettre fin au nucléaire iranien et peut-être abattre le pouvoir en place. Vous ne pouvez pas changer un régime en attaquant par les airs. Vous ne pouvez pas changer le régime en attaquant 100, 200 ou 300 objectifs. Le régime peut changer de 2 façons. L'un est de faire une offensive terrestre, comme ce qu'il s'est passé en Allemagne en 1945 ou en Irak en 2003. Ou alors, ça se fait en interne, avec une révolution contre le régime. Le deuxième objectif stratégique, c'est de créer les conditions nécessaires pour que si l'opposition iranienne voulait retourner dans la rue, elle puisse le faire de nouveau. L'offensive israélo-américaine laisse-t-elle une nouvelle porte d'entrée au peuple iranien pour se soulever? Le régime peut-il survivre à une révolte interne, en plus d'une offensive extérieure? Il y a une partie de la population iranienne qui voit cette opération militaire, cette guerre, comme un espoir de, cette fois, complètement faire chuter le régime. Et d'ailleurs, Trump parie là-dessus. Dans les nombreux messages qu'il a adressés au peuple iranien, il dit, pardonnez-moi l'expression, on a commencé le boulot, à vous de le finir. Depuis décembre 2025, les contestations se multiplient. Contre l'économie exsangue d'abord, contre l'ensemble du système politique ensuite. La révolte culmine en janvier, autant que la répression du régime. Retour sur un mois de manifestations très sévèrement châtié. Sur l'avenue Joumouri de Téhéran, le courage d'un homme qui fait barrage avec son corps entre les manifestants et une vingtaine de policiers armés. Les gestes comme celui-ci se multiplient depuis fin décembre. Les Iraniens prennent tous les risques, visant les bâtiments publics. Ils incendient cette mosquée ou encore ce poste de police et unissent leurs voix contre le régime en place. Ces images aériennes permettent d'estimer l'ampleur de la révolte. Au plus fort des manifestations, des rassemblements se sont tenus dans la quasi-totalité du pays, dont Mashhad, le fief du guide suprême, où cet immense drapeau a été retiré pour être réduit en lambeaux. Un mouvement qui rappelle celui de 2022, lorsque le peuple s'était soulevé après la mort de la jeune Mahsa Amini, arrêtée pour avoir soi-disant porté le voile de façon inappropriée.
Vous savez, avec ce mouvement actuel, il y a quelque chose qui a changé. On sent, on voit, à partir des témoignages, on constate qu'effectivement, tous les fragments de la population, les différentes couches de la population participent à ce mouvement-là. Donc un mouvement large dans le sens de la géographie de l'Iran. Le régime a clairement dit que maintenant, les manifestants étaient des terroristes, non plus des manifestants, des opposants, etc. Et ils seront traités comme une menace militaire. Le 8 janvier, les autorités décident de couper les Iraniens du monde, bloquant totalement le réseau Internet. Les images se font de plus en plus rares. Seules les personnes qui réussissent à quitter le pays peuvent témoigner, comme cet homme, réfugié en Turquie. Il tue tout le monde. Tout le monde. Il tue les enfants dans la rue. J'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer en Iran ces derniers jours. À l'aide de ces antennes satellites clandestines, du réseau Starlink, mis à disposition par Elon Musk, certains manifestants arrivent à contourner la censure. Des séquences glaçantes nous parviennent. Dans cette morgue à ciel ouvert, des familles désespérées. Elles tentent d'identifier leurs proches au milieu d'une rangée de corps, enveloppés dans des sacs mortuaires. Ça peut être contre-productif pour le régime. Parce que ça peut unifier l'opposition, qui dit, regardez, il faut absolument qu'on tous s'y mette, on tue nos enfants, on tue nos voisins, etc. Donc, je ne manifestais pas, mais je vais dans la manifestation. Cette scène-là, c'est à analyser, si vous voulez. Quand vous avez perdu quelqu'un de votre famille, là, on est dans la tristesse. Ils vont transformer ce moment-là encore en situation de lutte et contre le régime également, là. Les vidéos publiées en ligne montrent des forces de l'ordre tirant à balles réelles sur la population. Le régime iranien a une expertise, je dirais, hélas, en matière de répression. Cette fois-ci, vraiment, il tire pour tuer. On sait, on a des témoignages, on sait que vraiment, ce sont des armes létales qui sont utilisées. En même temps, comme je disais, il y a un certain nombre de manifestants aussi qui sont armés et qui, à leur tour aussi, tuent les forces de coercition. Donc il y a vraiment une volonté de terroriser la population pour qu'elle reste chez elle, et qu'elle ne manifeste plus. Nous avons réussi à joindre cette Iranienne qui a assisté à l'horreur sur place. Sa voix a été modifiée pour des raisons d'anonymat. La situation est terrible. Ils sont en train de massacrer le peuple. J'ai des nouvelles de l'hôpital Farabi. Là-bas, il y a 600 personnes à qui on a dû enlever un œil. À Naziabad aussi. Il y a un petit hôpital où 24 personnes sont entrées en réanimation au cours de la nuit. Elles sont toutes mortes. Les infirmières nous ont dit qu'au petit matin, des camionnettes du gouvernement sont venues et ont enlevé les dépouilles de la morgue. En contraste avec le silence forcé des manifestants, l'abondance de clips de propagande diffusés par la télévision d'État sont montrés des dégâts présentés comme ceux causés par des émeutiers, des terroristes, selon les termes des autorités. La radio et la télévision de la République islamique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toutes les personnes qui sont dans la rue, ils sont terroristes. Tout le monde, ils sont terroristes. Ils ont été tués plusieurs personnes. Le président de la Fondation des Martyrs a déclaré que plus de 2/3 des victimes étaient des martyrs des attentats terroristes. Retransmission des funérailles de forces de l'ordre et mise en scène. Le chef du pouvoir judiciaire a été filmé en train d'interroger 2 femmes arrêtées au cours d'un rassemblement. En à peine quelques semaines, le régime exécute des milliers de manifestants. 3000 selon les chiffres officiels, plus de 30 000 selon des organisations internationales.
En moins d'1 an, l'Iran connaît l'un des pires massacres sous la République islamique, mais aussi 2 guerres et la mort de son guide suprême. Pour le régime, sa survie est en jeu. Et pour toute la région, c'est le nouvel acte d'une instabilité prégnante. C'est un tournant depuis le 7 octobre 2023, depuis les attaques du Hamas contre Israël. On a vu que le Proche-Orient, les équilibres ont été complètement bouleversés, avec la quasi-neutralisation du Hezbollah, avec le départ de Bachar al-Assad en Syrie, avec la mort de Nasrallah, avec la mort des principaux responsables du Hamas. Et là, ce qui se passe en Iran, c'est un peu le dernier domino qui est en train de tomber et qui est en train de voir un nouveau Proche-Orient, un nouveau Moyen-Orient se dessiner. Avec l'offensive israélo-américaine et dans une région en pleine mutation, l'Iran au tournant de son histoire.